Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis très heureux de pouvoir me lever pour parler du projet de loi C-13, qui est appelé la loi sur le soutien de la croissance de l'économie et de l'emploi au Canada. Je suis très heureux de me lever parce que c'est peut-être la dernière opportunité que j'ai de parler lors du budget 2011. J'aimerais pouvoir en profiter pour parler plus largement des différences entre l'approche du gouvernement conservateur et l'approche néo-démocrate en matière d'économie, qui, je pense, est adressée partiellement par le projet de loi et qui l'a été également dans d'autres projets de loi de mise en œuvre du budget. L'approche différente, en fait, c'est celle de la macroéconomie. Du côté conservateur, en général, on applaudit les baisses d'impôts, particulièrement celles par rapport aux sociétés, sur les profits des sociétés. Et puis, c'est une approche qui, selon nous, est inefficace au point de vue de l'investissement. La raison qui est donnée par les conservateurs lorsqu'on promouvoit ces baisses d'impôts, et ça peut se refléter en fait dans le mantra qu'ils répètent constamment, comme quoi le NPD veut augmenter les impôts de 10 milliards. Je pense que les gens à la maison, les auditeurs, devraient savoir qu'il s'agit simplement d'un retour au taux d'imposition pour les sociétés à 2009. C'est équivaut à peu près à 10 milliards. Mais ce 10 milliards-là, il n'est pas volé dans les poches et il reste à rien faire. Le 10 milliards est investi dans les infrastructures. Et c'est là la grande différence entre notre approche et celle des conservateurs. Je peux vous dire qu'il existe au moins une possibilité ou une situation dans laquelle des réductions d'impôts sur les sociétés peut être validée. Et cette raison, c'est que si l'entreprise privée a besoin de liquidités pour pouvoir investir, dans ce cas-là, une réduction d'impôts va effectivement permettre de dégager les liquidités nécessaires pour l'entreprise pour qu'elle puisse investir et ainsi créer des emplois. Cependant, la situation, puis il faut bien la reconnaître, la situation actuelle, c'est que, si on regarde en 2001 ou on retourne en 2001, les entreprises canadiennes étaient assises sur 150 milliards en liquidités. Ça, c'est 150 milliards ou 157 milliards qui dorment dans les banques, qui dorment dans les comptes et qui ne sont pas investis. On se retrouve dans une situation où ce montant, 150 milliards, qui était déjà considérable en 2001, est passé à 477 milliards en 2011. Donc, près de 500 milliards de dollars qui sont présentement inutilisés, qui sont présentement dans les comptes et qui ne sont pas investis. Les entreprises peuvent avoir diverses raisons pour ne pas investir. On peut les comprendre. Cependant, lorsqu'on parle d'une réduction d'impôts comme celle que le gouvernement conservateur veut poursuivre, et là on parle d'une réduction d'impôts qui va diminuer le taux d'imposition éventuellement à 15 ça va redonner des fonds ou des liquidités à des compagnies qui, bien souvent, n'en ont pas besoin parce que les liquidités actuelles qu'elles ont ne sont même pas investies. Alors, lorsqu'on parle de réduire les impôts pour les sociétés, comme quoi ça va créer les emplois dont on a besoin présentement, que ça fait partie d'un plan magistral d'action économique, c'est tout à fait erroné. Dans la situation actuelle où le pays a un déficit d'infrastructures important, il est crucial dans un plan d'action économique, et je ne prétends pas que ce que le gouvernement fait présentement, c'est un plan d'action économique. Mais si on avait un réel plan d'action économique, il serait important de regarder quels sont les besoins. Et si on a un déficit d'infrastructure qui est estimé bien souvent à plus de 500 milliards, c'est un problème qu'il faut commencer à adresser avant de passer à des mesures qui sont tout à fait générales et qui bien souvent manquent la coche justement parce qu'elles sont générales. Il faut cibler ces mesures. Lorsqu'on parle d'une réduction d'impôts, et je vous rappelle que lorsqu'on parlait de 2001, l'imposition sur les sociétés à l'époque était de 28 au niveau fédéral. Ça va être baissé à 15 de ce 28, lorsqu'on est passé de 28 à 15 il est bon de mentionner que le niveau d'investissement réel, si vous avez besoin d'une preuve supplémentaire comme quoi les réductions d'impôts n'entraînent pas nécessairement l'investissement, n'entraînent pas nécessairement une augmentation du nombre d'emplois, cette réduction n'a pas généré aucune amélioration, aucune augmentation du niveau d'investissement réel. Alors, c'est problématique de voir la direction du gouvernement comme quoi ils veulent, comme grande mesure d'action économique, est en fait simplement une mesure idéologique de réduction d'impôts à tout prix parce qu'ils croient magiquement que ça va créer des emplois même si ce n'est pas investi. C'est drôle que le gouvernement ne puisse pas regarder en fait rit bien souvent, des observations et des suggestions qui sont faites par le côté de l'opposition officielle, qui en fait mise davantage sur les investissements en infrastructure. J'aimerais également rappeler, et c'est vraiment crucial pour le débat que nous avons,
que même le ministère des Finances, dans le budget 2009 et 2010, reconnaissait les impacts des mesures diverses et reconnaissait que la réduction de l'impôt sur les sociétés était la mesure la moins efficace pour la création d'emplois et la croissance économique. Pour chaque dollar réduit de l'impôt sur les sociétés, on génère environ 0,3 ou 30 cents de croissance économique. Mais si on prend ce même dollar et au lieu de le donner en réduction d'impôt sur les sociétés, on décide plutôt de l'investir directement dans l'infrastructure. Pour chaque dollar ainsi investi, on crée 1,50 $ de croissance économique. Et si on le prend et on décide d'aider directement les familles à faible revenu ou d'aider directement les chômeurs, toujours selon le ministère des Finances, on en arrive à une augmentation ou une croissance économique d'1,60 $ pour chaque dollar investi. Alors on parle de mesures qui sont 5 fois plus efficaces qu'un impôt sur les sociétés, mais malgré tout, le gouvernement conservateur s'en va dans une direction où on va simplement céder 2, 3, 4 milliards d'espace fiscal à des compagnies qui, bien souvent, n'ont aucun besoin de cet argent parce qu'elles ne trouvent pas les occasions pour l'investir. Alors, je trouve ça toujours drôle quand le gouvernement blâme l'opposition, toutes les oppositions, parce qu'on ne vote pas pour telle ou telle micro-mesure qui, souvent, peuvent être bien efficaces pour certaines personnes, certains groupes dans la société. On parle souvent, par exemple, des pompiers volontaires. C'est des mesures qui sont intéressantes, c'est des mesures qu'on pourrait éventuellement appuyer. Mais on ne vote pas sur un budget pièce par pièce. On vote sur le budget dans son ensemble. Et si on regarde l'ensemble du budget, si on regarde les mesures et la direction que le gouvernement prend actuellement, ce n'est pas une direction qu'on peut appuyer. Et c'est la raison pour laquelle nous nous opposons au budget. Ce n'est pas parce qu'on s'oppose aux pompiers volontaires, bien au contraire. Ce n'est pas parce qu'on s'oppose aux aides naturelles ou à toutes les mesures de recherche et de développement. Il faut réaliser que ces mesures, dans le budget conservateur, ne représentent qu'une vraiment faible portion des sommes investies et bien inférieure à ce qui est abandonné d'espace fiscal aux grandes entreprises qui, encore une fois, bien souvent n'investiront pas cet argent parce qu'elles ne trouvent pas d'occasion d'investissement. J'aimerais vous rappeler que nous ne sommes pas seuls, d'ailleurs, à penser ainsi. Il y a un autre élément qui est corollaire à celui-ci, qui est également l'autre direction que le gouvernement prend, qui est la réduction massive des dépenses dans un moment d'incertitude économique. Présentement, la dernière chose dont on a besoin, ce sont des mesures qui vont réduire la demande. Et pourtant, les mesures de réduction des dépenses, qui ne sont pas là nécessairement pour trouver des efficacités, mais qui se fixent des cibles qui sont bien souvent artificielles, font en sorte que la demande va être réduite au point où les mesures de relance, s'il y en avait qui étaient efficaces, c'est encore moins efficace. BMO Nesbitt Burns, Conference Board of Canada, même la Banque du Canada s'oppose à la réduction des dépenses gouvernementales en cette période actuelle en raison de la baisse de la demande qu'elle va entraîner. Il faut la soutenir dans des temps difficiles et nous sommes dans des temps difficiles. Si le Canada se comporte bien par rapport aux pays du G7 en général, mais c'est bien se comporter par rapport à des situations qui sont périlleuses. Je pense qu'il faut regarder vraiment de quelle manière on peut optimiser les résultats économiques dans ce pays. On parle d'infrastructure. J'ai des expériences locales. J'ai parlé à des commettants, j'ai parlé des organisations, j'ai parlé aux municipalités dans ma circonscription. J'ai 39 municipalités et il y a des besoins criants en infrastructure. On a besoin d'aller dans cette direction-là. Dans Rimouski-Neigette, des centres de loisirs et des complexes municipaux, incluant le centre de loisirs de Saint-Narcisse. Pourtant, il n'y aura pas d'argent d'infrastructure pour eux. J'essaie d'en trouver présentement. J'essaie de convaincre le gouvernement d'aller dans cette direction, mais ce n'est pas la direction dans laquelle le gouvernement veut. Réfection des routes, comme par exemple dans le Témiscouata et à Pointe-Égamouk en particulier. Rénovation des systèmes d'eau. Des projets touristiques d'importance capitale et des rénovations qui sont nécessaires, comme un traversier qui fait la traverse Trois-Pistoles-les-Escoumins, qui présentement risque d'être en cale sèche permanente parce qu'il n'y a pas d'investissement en infrastructure pour un projet d'importance touristique dans une des MRC les plus pauvres au Québec. Alors, il y a des projets d'infrastructure. Il est reconnu qu'on a un déficit important d'infrastructure au Canada et on a besoin d'investir de ce côté-là. Et si le gouvernement se vante d'avoir tant investi en infrastructure au cours des 2, 3, 4 dernières années, il faut reconnaître qu'il n'y aurait pas eu autant d'investissements s'il n'y avait pas eu une crise, si on se rappelle bien en 2009, où le gouvernement croyait perdre la mainmise sur le gouvernement. Il a forcé la prorogation et finalement a suivi la direction des partis d'opposition. Alors, c'est vraiment la direction dans laquelle il faut aller. Il faut cesser les mesures inefficaces, comme les réductions générales, l'impôt sur les sociétés, regarder quels sont les besoins économiques, les besoins industriels, et commencer à penser à combler ce déficit d'infrastructure
parce que le gouvernement fédéral est en position de travailler avec les provinces et avec les municipalités dans ce sens. Merci, Monsieur le Président. Question et commentaire. Questions and comments.